This is the session where we want to share experiences and good practice from the countries. And if you look at a bit at the chronology, at the way we are approaching things, in this session, we look at the status on the continent with the challenges, the opportunities. There were some things that were said about what is going on in terms of some countries, but we want to listen to the main actor, the key actors on the ground. And we want to listen to their experience, we want to share the best practice, and so on and so forth. And this session will be moderated by Mr. Schweinbeker. And Mr. Schweinbeker has over 30 years of global health and nutrition experience, and he's the chief nutritionist for the United States Agency for International Development. He guides the USAID investment and engagement with partners to address malnutrition in developing countries. And before joining the USAID, he served as the first director of nutrition with the Bill and Melinda Gates Foundations. Please, Mr. Baker, the floor is yours. Thank you so much, Dr. Simplice. And I'd like to thank the organizers of the Government of Côte d'Ivoire, the African Union, the West African Health Organization, World Food Programme, and the Centre d'Excellence Régionale contre la faim et la malnutrition for organizing this incredibly important consultation. I think one of the messages I certainly took away from the session that just concluded is the incredible importance of political leadership to make sure that fortification actually happens and is the actors are coming around the table. And this session is pretty exciting because we have ministerial level leadership from across the continent who's going to talk about some of the realities and some of the progress across the continent. I'm going to go ahead and introduce the panelists, although there'll be a slight adjustment, I think, of who's going to speak first. We have His Excellency Dr. Osuji Emmanuel Ihanri, the Federal Minister of Health from Nigeria. Then we will move to, we have also His Excellency Pierre Ngoukou Demba, the Minister of Public Health of the Republic of Côte d'Ivoire. We have His Excellency Tade Ndikuzanamana, the Minister of Health and HIV Prevention from Burundi. Honorable Minister from Burundi, we're going to ask you to start off while some of our other ministers join the panel. We also have Dr. Jean-Jacques Bungani Banda, the Minister of Health from the Democratic Republic of Congo. And then from Chad, we will have Dr. Francine Badji, who's an advisor to the Ministry of Health, and I believe she will also have a presentation. And with that, I believe if Your Excellency, Minister Tade Ndikumana from Burundi, if you could start off. Dr. Fidel, yes, please go ahead. And excellent, and I see you have a presentation also, so please go ahead, thank you. Merci pour la parole. Moi, je réponds au nom de Dr. Fidel Ngezawizi et je suis médecin directeur du programme national intégré d'alimentation et de nutrition. Et Excellences, Mesdames et Messieurs, et d'abord je voudrais remercier M. Sean Becker, modérateur de cette session. Et Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord exprimer la gratitude du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida du Burundi
que j'ai l'honneur de représenter parce que empêché, et au gouvernement ivoirien et au CEFAM pour l'invitation à participer à la consultation de haut niveau sur l'enrichissement des aliments et aussi pour l'honneur qu'il nous est fait de présenter les expériences du Burundi en matière d'enrichissement des aliments. Et le Burundi est un pays de la région des Grands Lacs, en Afrique de l'Est, avec une population estimée à 12,3 millions d'habitants et une densité de 442 habitants par kilomètre carré. Et l'économie du Burundi est fortement tributaire du secteur agricole, qui emploie plus de 80% de la population. Et à l'instar des autres pays de la région, la population burundaise fait face à la sous-nutrition, notamment à la malnutrition chronique qui affecte 52% des enfants de moins de 5 ans et la carence en micronutriments. Ainsi, lutter contre la malnutrition chronique et les déficiences en micronutriments à travers la fortification et la biofortification est une des priorités du plan national de développement 2018-2027 et du plan stratégique multisectoriel de sécurité alimentaire et nutrition deuxième génération 2019-2023. Le développement de ces plans a fait suite aux autres initiatives du gouvernement du Burundi ces 10 dernières années en matière de fortification, à savoir l'adhésion du Burundi à la politique d'harmonisation des normes de fortification alimentaire des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est en 2011, une étude de faisabilité de la fortification des aliments de base et une cartographie potentiellement capable de produire des aliments fortifiés réalisés en 2013 avec l'appui technique du Programme alimentaire mondial. La création en 2014 et la sensibilisation des entreprises afin qu'elles s'engagent dans la fortification et des campagnes de marketing social en faveur de la consommation des aliments fortifiés. Il y a la création d'un logo pour identifier les aliments fortifiés produits localement, la prise d'une ordonnance ministérielle rendant obligatoire la vente et la consommation du sel iodé et la prise d'un décret 2015 rendant obligatoire la fortification de certains aliments les plus fréquemment et largement consommés, ainsi que la mise en place d'un plan stratégique national pour la fortification des aliments 2016 à 2020. Toutes les mesures, stratégies et activités mises en œuvre ont été possibles grâce à l'appui technique des agences du système des Nations Unies et autres partenaires avec l'OPAM comme chef de file de la fortification. Et la mise en place du cadre réglementaire et d'un environnement politique favorable a permis d'opérationnaliser la fortification des aliments à travers des projets soutenus par certains donateurs comme la coopération suisse et des agences dont l'OPAM, l'UNICEF et la FAO. Et ces trois agences mettent d'ailleurs en œuvre depuis 2016 un projet conjoint multisectoriel qui vise à renforcer les capacités de niveau pour la production, la transformation et la consommation des aliments nutritifs. Les interventions de ce projet conjuguées à d'autres initiatives appuyant la fortification ont permis de structurer les coopératives ou associations de moulins communautaires engagées dans la fortification et de renforcer les capacités du Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité, du Centre national de technologie alimentaire qui accompagne les associations des meuniers et renforcement direct des capacités des meuniers. Si je parle des équipements, formation et dotation des fortifiants, et certification et mise au marché des farines qui respectent les normes requises et encourager les ménages à faire fortifier gratuitement leurs récoltes auprès des moulins communautaires recevant la dotation de prémix. Ceci d'ailleurs est l'une des particularités de l'expérience du Burundi.
et faire la fortification à domicile, et surtout pour les enfants de 6 à 23 mois en utilisant des poudres de micronutriments. Ça, c'est une stratégie aussi qui a réussi. Et on rend disponible et accessible des semences de radicaux bio fortifiés en fer et zinc, ainsi que la patate douce hachée orange. Et il y a également à plusieurs moyens de moyenne et de grande taille pour démarrer la fortification des aliments après des audits de leur capacité. Ici, je peux citer le cas de la minoterie des Grands Lacs et des moyens modernes. Un recensement des nouvelles entreprises suivi d'évaluation de leur capacité à produire des aliments fortifiés sera bientôt lancé. Et par la suite, une feuille de route à mettre en œuvre conjointement avec chacune d'elles leur permettra de produire des aliments fortifiés et des produits nutritionnels spécialisés à base d'aliments locaux. Excellences, mesdames et messieurs, et grâce à cette stratégie, ainsi que les différentes interventions conjointes multisectorielles, le taux de malnutrition chronique a sensiblement réduit d'ici les dernières années. Et nous espérons que grâce à une bonne planification et à une bonne coordination des interventions de nutrition, on pourra réduire sensiblement le taux de malnutrition chronique d'ici 2030. Et quels sont les défis? Et en matière, ici, je peux citer les matières premières qui sont insuffisantes dues à la saisonnalité de la production, au changement climatique, aux pertes post-récolte et les ressources financières qui sont limitées ne permettant pas une large couverture des programmes de fortification communautaire. Ici, la lenteur dans l'approvisionnement en prémix et équipements engendrés par le contexte COVID-19. Et ici, je peux citer aussi l'expiration du plan stratégique national de fortification des aliments qui sera révisé prochainement. Et quelles sont les opportunités? Et il y a existence d'un marché plus ou moins stable grâce aux campagnes de marketing social. Et les organisations comme le PAM font fortifier les familles aux cantines scolaires, les refusés et les enfants malnutris. Il y a l'existence d'un réseau du secteur privé pour la nutrition qui investit davantage dans la fortification des aliments et la création d'une agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire et la mise en place d'un groupe de travail pour l'élaboration d'une politique nationale de lutte contre les aflatoxines et aussi l'appui du CERFAM pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de fortification des aliments. Excellences, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ma présentation et je vous remercie. Thank you so much, Dr. Fidel. Extremely useful to have all of those insights from Burundi, noting the political leadership, the coordination, the support to industries to be able to live up to the fortification mandate. I'd noted in the chat box that there was a concern, I think, about the presentations in French, but the organizers can direct you to the fact that there are interpretation services available. So hopefully everyone can take full advantage of these incredibly important presentations. I'm now very pleased to introduce His Excellency Pierre Ngou Ndemba, the Minister of Public Health of the République de Côte d'Ivoire. Honorable Minister, the floor is yours. Merci. Mesdames et messieurs, la concertation régionale qui a lieu en ce moment est l'occasion de rappeler l'importance de la nutrition et son impact sur la santé à tout âge, mais surtout de faire le point des défis et opportunités et proposer les solutions pratiques prioritaires pour lutter contre la malnutrition en Afrique. La Côte d'Ivoire donc se réjouit d'organiser, en partenariat avec le programme alimentaire mondial PAM, ces assises à travers le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, en collaboration avec l'ensemble des partenaires. Donc, c'est pour moi un réel plaisir de partager l'expérience ivoirienne en matière de lutte
contre les carences en micronutriments à travers la stratégie d'enrichissement des aliments. Mesdames et messieurs, notre présentation va donc comprendre plusieurs parties. Donc, au plan épidémiologique, la Côte d'Ivoire, donc à l'image des pays de la CEDEAO, fait face au triple fardeau, donc la malnutrition, à savoir la sous-nutrition, la faim cachée et la surnutrition avec le surpoids et l'obésité. Cette malnutrition, à raison de ses effets psychiques, psychologiques et physiques sur nos populations, peut être responsable des handicaps à vie. Les carences en micronutriments dont les plus répandus sont le fer, la vitamine A et l'iode, constituent donc une préoccupation majeure de santé publique à cause de leur impact direct ou indirect sur la mortalité infantile, juvénile et maternelle en Côte d'Ivoire. La prévalence de l'anémie par carence en fer est estimée à 75% chez les enfants de moins de 5 ans, selon les études menées en 2012, 54% chez les femmes en âge de reproduction et 30% chez les hommes âgés de plus de 15 ans. Une autre étude réalisée en 2020 a révélé qu'une prévalence de l'anémie de plus de 68% chez les adolescentes. Cette situation donc, a des répercussions sur le rendement scolaire et est responsable d'une perte économique importante. Au niveau institutionnel, depuis une vingtaine d'années, des initiatives importantes ont été prises afin d'améliorer l'état nutritionnel de la population ivoirienne, en particulier celui des cibles les plus vulnérables constitués par les enfants, les adolescentes, les femmes en âge de reproduction. Il s'agit notamment donc, de la création en 2001 d'un programme national de nutrition au sein du ministère de la Santé. L'adhésion en 2013 au mouvement mondial SAN et la création du Conseil national pour la nutrition sous la coordination du Premier ministre et sous l'égide du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. The sound isn't good. The sound isn't good. From the interpreter booth, the sound isn't good. So please tell the technician the sound isn't good. We're having a sound problem in the interpretation booth here. We're having a problem, a technical problem. Yeah, the sound is cutting off. It's been interrupted. We're having a sound problem in the interpretation booth here. Nous avons un problème de son, le son s'entrecoupe. Honorable Minister, there is a problem with the... Il y a un problème avec l'interprétation. There's a problem. Et je pense que les organisateurs vont essayer de régler ça. So yes, let us have the Honorable Minister continue, and the organizers will be working on the sound problem with the interpretation booth, okay? Thank you so much. Donc, il s'agit notamment de la création en 2001 d'un programme national de nutrition au sein du ministère de la Santé, l'adhésion en 2013 au mouvement SAN et la création du Conseil national de nutrition sous la coordination du Premier ministre et sous l'égide du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En 2015, il y a eu également l'adoption de la politique nationale de nutrition et du plan national multisectoriel de nutrition pour la période 2016-2020. À travers ce plan, le pays s'offre donc l'opportunité de mieux adresser les questions de nutrition et de corriger durablement la situation nutritionnelle au regard de ces multiples déterminants, dont celui de l'insécurité alimentaire et l'accès limité aux services sociaux de base, tels que l'eau, l'éducation et la santé. Il y a également la prise en compte de la nutrition dans les programmes nationaux de développement et les plans nationaux de développement sanitaire et les plans nationaux d'investissement agricole qui ont été élaborés sur la même période. La mise en place d'un cadre réglementaire favorable à la nutrition, y compris celui de la fortification des aliments en micronutriments. Au plan stratégique opérationnel, l'environnement institutionnel favorable a permis de donner une place de choix au programme d'enrichissement des aliments dans la lutte contre les carences micronutritionnelles. Déjà en 1994, le gouvernement rendait obligatoire l'odation de tout sel destiné à la consommation humaine et animale sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons pris un décret en 2018
pour renforcer le décret de 1994 sur l'iode et 2 arrêtés interministériels ont été pris pour l'enrichissement obligatoire des huiles digitales raffinées et la farine de blé conformément aux normes communautaires en vigueur dans la sous-région. Plusieurs initiatives et projets ont vu le jour également, notamment la création des sentinelles communautaires pour le contrôle et la promotion de la consommation du sel iodé, le renforcement du contrôle au niveau des postes frontaliers et marchés avec l'acquisition par l'État des testeurs rapides et l'élaboration du plan d'élimination des troubles dus à la carence en iode. Il y a également donc la mise en place du projet ivoirien de promotion des aliments fortifiés qui est soutenu par l'AIDE, avec la création de l'Alliance nationale pour la fortification et d'un logo de la fortification adopté par l'UEMOA et son opposition sur tous les produits fortifiés. Le renforcement des capacités des structures nationales impliquées dans la production, le contrôle et la consommation, et avec un plan marketing social qui a été élaboré. Nous avons également la prise d'une décision au niveau du ministère de l'Économie et des Finances portant à l'exonération des intrants et matériels de fortification. Ce projet donc s'est étendu à la zone UEMOA avec le projet Tâche Huile afin de réglementer le marché sous-régional. Le projet pour la production d'aliments de compléments enrichis de 11 vitamines et 9 sels minéraux soutenus par Global Alliance for Improvement Nutrition. Au-delà de cette stratégie, des approches complémentaires ont été également mises en œuvre, notamment la promotion de l'allaitement maternel, la diversification donc alimentaire riche en micronutriments, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage 2 fois l'année, avec une couverture minimum de 95% par an depuis 2010. Mesdames et messieurs, malgré les résultats satisfaisants, de nombreux défis demeurent pour l'atteinte des objectifs communs, ainsi que la recherche des solutions innovantes et durables pour de meilleures perspectives qui sont donc en cours, à savoir l'identification de nouveaux véhicules pour l'enrichissement du riz, qui fera l'objet d'une présentation au cours donc, de cette concertation. Le renforcement du contrôle de la qualité interne et surtout externe, le renforcement de la communication sur le logo enrichi, la stabilisation des prix des aliments fortifiés, le renforcement des mécanismes de traçage et de visibilité. L'adoption d'un code réglementant la publicité sur ces aliments est également donc, un point de préoccupation. Mesdames et messieurs, en faisant donc de cette lutte une des priorités, le gouvernement ambitionne donc de garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal en vue d'améliorer son bien-être et soutenir durablement une croissance inclusive et le développement du pays. Et reconnaître que seuls les efforts concertés et en synergie à travers plusieurs secteurs permettront donc de réduire rapidement et durablement ce fléau dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Telle est donc la contribution de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Honorable Minister, thank you so much for that incredibly rich experience in Côte d'Ivoire, and also linking it to the regional framework, both UEMOA and the ECOWAS, and the role of the West African Health Organization. I think those synergies between the national level work and the regional work are so incredibly important, and they came out in the session just prior to this. We now are going to move to Chad. I have the pleasure to introduce the Deputy Secretary General of the Ministry of Health, Dr. Francine Badetji. Dr. Francine, please, the floor is yours to share the experience of Chad. And I believe you have slides you're presenting. Ok, merci. Okay. Excellence, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République de la Côte d'Ivoire, Madame la représentante de l'Union africaine, Monsieur le représentant de l'Union interparlementaire, Monsieur le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Programme alimentaire mondial, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions internationales et nationales, Monsieur le directeur du Centre d'excellence régional
contre la faim et la malnutrition. Chers participants, en vos rangs et grades, mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout de remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le Centre de l'excellence régionale contre la faim et la malnutrition et le Programme alimentaire mondial au nom du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Fad Bissab du Tchad, de nous avoir associés à cette grande concertation sur l'enrichissement des aliments. Quelle approche alimentaire pour réduire les carences en micronutriments en Afrique? Le Tchad, à l'instar des autres pays d'Afrique subsaharienne, vit une situation endémique de la malnutrition. La forme chronique de la malnutrition impacte le développement du pays, en plus d'être un problème de santé publique, sévit de manière endémique au Tchad. Faut-il préciser que les prévalences sont au-dessus du seuil critique de 30% de ces dernières années et précisément de 32% en 2020. Cette forme grave de malnutrition incurable ne peut être abordée que sous l'angle de la prévention. L'enrichissement des aliments est une des interventions à haut impact et à ce titre, l'organisation de cette concertation dont l'objectif est d'encourager les discussions et le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre différents pays et les parties prenantes impliquées dans l'enrichissement des aliments au niveau mondial, régional et national pour accélérer la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes en Afrique est vraiment salutaire. Pour ce faire, mon pays, le Tchad, s'est résolument engagé dans ce domaine en élaborant des politiques et en adoptant des textes relatifs à l'enrichissement des aliments et aussi l'implémentation des projets salutaires dont certains appuient la production des farines infantiles enrichies afin de lutter contre la malnutrition chronique. Nous allons, au vu du thème présenté, vous présenter l'expérience du Tchad à travers notre directeur de la nutrition et de technologie alimentaire, Dr Béchir. Mais d'ores et déjà, nous vous rassurons que le Tchad adhère entièrement aux objectifs de cette concertation. Je vous remercie et je passe la parole au directeur de la nutrition pour vous faire la présentation. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale adjointe. Merci également aux organisateurs. Si vous avez la main, on peut passer à la présentation. Merci. On ne va pas perdre beaucoup de temps avec le plan. Slide, s'il vous plaît. Again, slide. Voilà. Donc ici, c'est la situation nutritionnelle du Tchad. On dit qu'aujourd'hui, il y a plus d'enfants qui souffrent d'un retard de croissance au Tchad qu'il y a 10 ans. 43% de mortalité infantile au Tchad sont associés à la sous-nutrition. Les enfants souffrant d'un retard de croissance ont un taux de redoublement de 30% au Tchad. La mortalité infantile associée à la sous-nutrition a réduit de 13% la population active du pays. Les coûts annuels associés à la sous-nutrition chez l'enfant sont estimés à 575 milliards de nos francs CFA, soit 9,5% du PIB selon l'étude réalisée sur le coût de la faim. Et la plupart des coûts de santé liés à la sous-nutrition se produisent après que l'enfant ait atteint l'âge de 2 ans. Slide. Ici, nous avons compilé les différentes enquêtes SMART que nous avons réalisées depuis 2015 jusqu'à 2020. Vous voyez, en ce qui concerne la malnutrition aiguë sévère, l'insuffisance pondérale et le retard de croissance, nous sommes soit très proches des seuils, soit nous avons dépassé le seuil. Slide. Concernant les indicateurs qui sont liés aux micronutriments, nous tenons à signaler que l'anémie touche 63,6% d'enfants compris entre 6 et 59 mois d'âge en 2019. Et également, les femmes sont touchées avec 44,7% toujours en 2019. Et la couverture de la vitamine A est assez faible, 58,4%. Et l'utilisation de sel iodé également couvre 60,7% des ménages.
Et l'introduction de l'aliment de complément au moment opportun couvre 66,4%. Et la diversité alimentaire minimum acceptable est très faible, c'est autour de 11,3% en 2019. Slide. Pour les engagements, comme vous le savez, comme la plupart des pays membres de CERFAM, nous avons adhéré aux différentes initiatives et mouvements. Donc, je peux signaler ici le mouvement Scaling Up Nutrition en 2013, l'initiative RICH en 2012 et également l'Alliance Agir en 2012 également. Ce sont des engagements forts internationaux où le Tchad s'est engagé avec un certain nombre de pays africains. Slide. Slide, s'il vous plaît. Ça ne bouge pas. Slide. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? OK, merci beaucoup. Donc, nous avons mis des dispositifs de coordination multisectorielle pour la gouvernance de la nutrition et de l'alimentation. Au niveau des présences, nous avons ce qu'on appelle le Conseil national de nutrition et d'alimentation. Et au niveau central, nous avons le Comité technique permanent de nutrition et d'alimentation qui est la plateforme multisectorielle. Et dans 15 provinces sur 23, nous avons mis en place des comités provinciaux de nutrition et d'alimentation. C'est juste pour vous montrer que dans le domaine de la nutrition, la gouvernance est mise en place. Slide. Concernant les textes et réglementations, nous avons élaboré un certain nombre de textes. Dès 1994, concernant le sel IOD, il y a un décret qui institue le contrôle de la teneur en iode dans le sel de consommation. En 2015, nous avons un décret portant adoption de la politique nationale de nutrition et d'alimentation. En 2019, nous avons élaboré la loi sur la réglementation de commercialisation et de substituts du lait maternel, mais ça prend également en compte l'aliment de complément chez les enfants. En 2021, cette année, nous avons 2 arrêtés conjoints entre le ministère de la Santé et le ministère du Commerce qui, effectivement, se focalisent sur la fortification obligatoire des farines de blé et du maïs en fer et en vitamine B complexe et également de l'huile en vitamine A. Slide. Et on a des documents stratégiques également politiques. J'ai noté la politique nationale de nutrition et d'alimentation et son plan d'action intersectoriel. Nous avons la stratégie nationale de l'alimentation et de nourrisson et des jeunes enfants, la stratégie de plaidoyer et de communication et également un guide d'orientation sur l'utilisation des micronutriments au Tchad qu'on vient de finaliser cette année. Slide. Slide, s'il vous plaît. Concernant la fortification, nous avons abordé différentes stratégies. La première, vous êtes allé un peu plus vite, s'il vous plaît. Vous êtes parti un peu vite, revenez en arrière. Merci beaucoup. Donc, plusieurs types de fortification via enrichissement des aliments. Donc, la fortification des aliments au niveau communautaire, on a initié avec l'appui des PAM, des farms, des foyers d'apprentissage et de nutrition au niveau et d'éveil. Au niveau des cantines scolaires également, on a testé des poudres de micronutriments. Slide. Également d'enrichissement à base de spiruline qui est une fortification. Donc, comme vous le savez, le Tchad, c'est un pays où la production de la spiruline se fait de manière naturelle. Donc là également, il y a eu des activités de fortification des aliments à base de la spiruline qui est l'algue bleue. Slide. Et aussi le moringa. Donc là aussi, on a introduit le moringa qui participe également à enrichir. Ici, c'est un exemple de ménages qui cultivent le moringa chez eux. Donc, chaque ménage une plante et les feuilles sont utilisées pour enrichir. C'est l'exemple de préparation du riz qu'on a montré ici. Slide. On a opté également pour les plantes à haute valeur nutritive. Donc, il y a des projets de résilience qui appuient les communautés à cultiver, à faire des maraîchères et surtout à mettre l'accent sur les plantes à haute valeur nutritive. Slide.
Et également, on a des projets qui sont soutenus par l'Union européenne et également à travers le PAM. Donc, on a le projet AFOR où on a 12 groupements de femmes qui font la fortification des farines. Slide. On a un autre projet qu'on appelle Profor. Il y a le représentant de PAM qui va faire une présentation là-dessus. Je ne vais pas m'étarder. Mais là aussi, dans 2 provinces où on a 4 unités qui sont des semi-industries qui font la farine enrichie. Pour les enfants, slide. Il y a une conclusion qui n'apparaît pas ici. Slide, c'est la fin. OK. Donc, pour conclure, comme Madame la secrétaire d'État vient de le dire, le CAD est résolument engagé dans la lutte contre la malnutrition en adoptant plusieurs stratégies, dont celle d'enrichissement des aliments. À ce titre, le CAD a adopté, en plus de la supplémentation pour la fortification à l'échelle, en publiant des textes réglementaires de fortification des farines et des huiles, la mise en place des unités de production de farines infantiles fortifiées, la fortification dans les cantines scolaires et au niveau des ménages, la biofortification avec des plantes à haute valeur nutritive. Mais les prochaines étapes qui restent sont la mise à l'échelle de ces interventions dans l'ensemble du pays et l'application effective de ces textes. Effectivement, comme vous avez constaté, les textes sont récents. Pour la fortification, on a publié en 2021, mais maintenant, sa mise en application, c'est notre prochain challenge. Merci beaucoup. Thank you so much for that very rich presentation from Chad. I think a question, and it appeared earlier in the earlier session, is how to be explicit about the different roles of these different strategies to address deficiencies in essential vitamins and minerals, and what is the role of large-scale food fortification and in some of its very specific aspects. We've had a slight change of representation from Nigeria. So I'm very pleased that the State Minister of Health, Senator Dr. Olorunnabe Mamora, is able to represent the exciting experiences of Nigeria in large-scale food fortification. Over to you, Your Excellency. Right. Thank you very much. I want to really acknowledge the colleagues on this platform and the organizers as well. And as you have rightly said, standing in Minister of State, for the Minister of Health, Dr. Hanire, who unavoidably is absent now at the last minute. So thank you for this program, which is to share experiences on a very important topic, food fortification. In Nigeria, part of the effort that we have put in place to eliminate micronutrient deficiency disorders, which have a serious impact on the child development, Nigeria adopted the universal salt iodization strategy. And this we did through partnership with the private sector. We have always believed that there is no way government can do it alone. So we have this partnership with the private sector. We also engage in an intensive mass communication to the people. Then, of course, high-level advocacy and technical intervention. And this was
starting from way back in 1993. And Nigeria achieved the universal salt iodization certification in 2005, thus becoming the first country in Africa to be so certified. The national campaign to universally iodize salt resulted in 100% salt iodization at the factory level and at the port level, and about 98% at both the retail and house levels. Although we had a decline of about up to 53%, some efforts have pushed this up again to about 91% coverage. And by 2005, goiter rate was 6% down from 20% that we had in 1993. In 2002, Nigeria mandated the fortification of selected food staples like wheat, flour, maize flour, sugar, and vegetable oil. And this led to the establishment of the National Fortification Alliance in 2007. Today, we have achieved 97% salt iodization. We are currently reviewing the national guidelines on micronutrient deficiency control to include rice fortification as a strategy for micronutrient deficiency control. In terms of impact and results for our initiative in food fortification, our initiative has led to high household coverage and utilization of fortifiable salt and sugar. And of course, a reasonably high coverage of fortifiable oil and high utilization of fortifiable wheat flour and semolina flour. And all this is an indication of high potential for fortification of these foods to increase micronutrient intakes in the population. Of course, this is not to say that we did not have, and we still don't have, challenges in terms of strategies that we have put in place. And the two main challenges that readily come to mind are the poor compliance by manufacturers of fortified foods. Of course, the tendency is always there for people to want the easy way out. So that poor compliance by manufacturers is one of the challenges. The second area of challenge has to do with activities of smugglers. The smugglers will want to bring in food through the inappropriate pathway, avoiding the manned, particularly the land borders. Of course, we also have some cottage industries within the country that smuggle unfortified products from the neighboring countries, which is a big challenge as well. But having identified these challenges, we're putting in place every necessary measure to confront and minimize, if not totally eliminate, these challenges.
One of the things that we have also put in place is the involvement of the private sector through the annual Chief Executive Officers Forum, where these CEOs, the Chief Executive Officers, are brought together. And this we do in collaboration with the big players, like the Aliko Dangote Foundation, the Bill and Melinda Gates Foundation, and the Nigerian Industrial Policy and Competitiveness Council. This is an initiative conceived to stimulate interest in food fortification, particularly quality and standards from the highest levels of government and industry. And what studies have revealed is that the average compliance rate to national fortification standard has increased from 50% in 2018 to 75% in 2019 as a result of increased industry commitment. Of course, we may not be there yet, but we know sure and definite efforts are in place to take us to where we want to be. Part of these efforts include ensuring access to quality surveillance, data by the regulatory agencies, the ministries, departments, and agencies, and the general public through the support for institutionalization of monitoring and enforcement of national food standard. Of course, we need to address the poor consumer insight. That is, we're talking of ignorance. And that's why we're increasing our advocacy so that people will appreciate the value of fortified foods coupled with the low purchasing power of consumers. I think one of the most important lessons that I want to share is that in our fortification effort, we have been able to establish the role of partnership between the private sector and government. That is, where the private sector has been brought in consciously, then we achieve a lot more. And of course, between the industry and the regulatory agencies and the involvement of the people themselves through advocacy programs and involvement of the civil society groups, we have been able to achieve more. The National Fortification Alliance is chaired by the industry, that is, allowing the industries to take ownership. And this effort is driven by the private sector. And this has contributed in no small measure to our modest successes. We hope that we'll continue to build on the existing partnership with a view to taking us to where we want to be. I thank you for your kind attention. Honorable Minister, thank you so much for that brilliant representation of both the progress in Nigeria as well as the lessons learned. I appreciate particularly you bringing us back to salt iodization, which is really the pioneer of large-scale food fortification. And I think the example of Nigeria demonstrates just the incredible impact this solution can have. And I think the salt iodization experience needs to continue to inspire us. I also appreciated very much what you brought to the table about how you've engaged so
constructively with the private sector. I think if for those of us working in nutrition, fortification is one of these relatively unusual actions where while we are doing it for public health outcomes, as you stated, Honorable Minister, it is the private sector at the end of the day who actually has to do the fortification. So there's a question I would like to ask all four panelists. Unfortunately, our panelist from DR Congo is not able to join us. But I would like to, and I'll pose the question both in English and French, but just if what would be one or two key lessons learned about the constructive engagement of the private sector? The food processors are actually, at the end of the day, fortifying the foods. Donc, en fait, je voulais poser une question à chacun des panélistes et je vais peut-être commencer avec le Tchad parce que je sais que le Tchad a un petit problème de connectivité et puis je vais passer au Burundi, puis la Côte d'Ivoire et puis le Nigeria. Quelles sont une ou deux leçons apprises vis-à-vis de l'engagement du secteur privé, donc en fait le secteur qui, à fin de compte, fortifie les aliments? Et Dr. Fidel, non, pardon, excusez-moi, Dr. Bachir au Tchad, je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques leçons très rapidement vis-à-vis du secteur privé. And then I will turn at the end of this question to you, Minister Mamora. Ok, merci beaucoup. Le cadre est en ligne. Effectivement, pour l'engagement du secteur privé, nous avons à deux niveaux. Premièrement, le groupement de femmes qui sont appuyées pour produire la farine enrichie. C'est le secteur privé qui porte cela. Mais le problème majeur que nous avons ici, c'est comment avoir accès aux micronutriments. Pour le moment, c'est le PAM qui les appuie avec le projet Profor. Et je viens de souligner qu'il y a le représentant des PAM a une présentation sur ces projets. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais le challenge, c'est comment obtenir les micronutriments. Et l'autre challenge que nous, au niveau de la direction de la nutrition, essayons d'aborder, c'est de voir comment, l'État peut aider le secteur privé avec des exonérations de douanes, des taxes, pour que ces produits-là puissent venir à un prix abordable et qu'au final, la farine infantile vendue au marché ne soit pas trop chère. Donc, voilà ce que je peux ajouter. Thank you, very useful. It may be a recurrent theme of how to make sure that that micronutrient premix supply chain is ensured, and to what extent can the government support tax policies that, in fact, don't tax these products that are imported for public health needs. Si je pourrais passer au Burundi, la même question, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Au Burundi, leçon apprise pour le secteur privé, c'est que avec la campagne de marketing social effectuée dans différentes provinces, la demande a été élevée et le secteur privé s'est investi davantage. Et aussi, il y a le Bureau burundais de normalisation qui accompagne le secteur privé dans l'encadrement et la formation, ainsi que sur le renforcement des capacités sur les normes de fortification et aussi les moyens communautaires. Grâce aux moyens communautaires, on voit que aussi le secteur privé s'investit davantage. Donc, c'est ça que je peux citer comme leçon apprise au Burundi. Thank you so much. Et puis, si je peux me permettre de passer au ministre de la Côte d'Ivoire.
la même question. La fortification est possible grâce à la participation importante du secteur privé qui joue un rôle important. Puisque que ce soit pour l'huile ou la farine, c'est le secteur privé donc, qui les transforme localement. Et donc, pour qu'ils puissent adhérer, donc, il a fallu qu'ils soient mobilisés. Mais l'État, donc, dans le rôle donc, de partenariat public-privé, leur a concédé donc l'exonération sur certaines taxes et droits donc, de douane. Pour le sel, comme c'est donc des produits importés, donc l'État ne se contente que de contrôler l'arrivée de ce sel sur le marché ivoirien qui doit être donc respecter les dispositions que nous avons prises par rapport aux tests. Donc le rôle du secteur privé dans ce secteur de fortification est très important. Thank you so much, Honorable Minister. I think it's laudable that you've been able to manage duty-free status for those inputs, which certainly provides great assistance to the industries. I'll turn it back to you, Minister Mamora from Nigeria. Again, you actually expounded quite a bit on the role of private sector, but are there any final words of lessons learned about the private sector you would like to share with the rest of the audience? And then I am going to come back with one additional round of questions. And so let me, before Honorable Minister, you speak, I'll give out the question in both French and English so all four panelists can prepare for it. I think everyone knows that the Nutrition for Growth Summit organized by the government of Japan is being held December 7th and 8th. And all countries are looking at what are the commitments that countries can bring to the table. And if you just have an initial reflection of what is one commitment vis-a-vis fortification that your respective government could bring to the table at the Nutrition for Growth Summit. Et en fait, je vais faire un tour de table rapide vis-à-vis du sommet Nutrition pour la croissance qui sera organisé par le Japon le 7 et 8 décembre de cette année. Et un des piliers, c'est les systèmes alimentaires et déjà une idée concrète de ce que votre gouvernement pourrait faire comme un engagement pour faire avancer la fortification alimentaire pour le sommet Nutrition pour la croissance. So back over to you, Honorable Minister from Nigeria. Sir, you're muted. Hello? Yes, we can hear you now. So the question was, again, any final words of wisdom vis-a-vis the private sector's engagement? Right. And then after that, I'll give you the last word about Nutrition for Growth. Right. Thank you very much. You see, I did say earlier on that there's no way that government alone can, single-handedly take charge of these issues. And so much early in the day, we engaged the private sector and we encouraged them to take ownership because they are, especially the big players in this food fortification industry, manufacturers. We encourage them to take ownership and then they can speak the business language, so to speak, to their own colleagues in the manufacturing sector. So that the role of government can be more of regulatory, but they are the players and they know where the shoe really pinches. And then we get them to take ownership, to take interest, and that we have observed led to good outcomes for us. So it's very critical. And of course, by involving them, we also stimulate them to take greater interest
in the whole project of food fortification. So that's our experience in Nigeria. Thank you so much. That experience in Nigeria is incredibly useful. I'm going to go around the table again for that last 1 minute, just an idea of what each country could bring to the table for nutrition for growth concerning food fortification. Et je vais commencer encore par le Tchad parce que je pense que le Tchad a les problèmes de connectivité et je ne veux pas vous perdre. Bon, vu que le Tchad, vous êtes toujours silencieux, hein? Dr. Bashir. OK. Merci beaucoup. Si on doit intervenir pour dire un mot de la fin, c'est de dire notre satisfaction pour l'organisation de cette concertation. Et comme vous avez vu, le CAD s'inscrit en droite ligne avec les objectifs des initiateurs de cette concertation. Et nous solliciterons également l'appui des autres pour que les textes que nous avons mis en œuvre puissent être appliqués. Et dans le cadre d'échanges d'expérience, on verra également ceux qui ont fait ces travaux avant puissent nous aider dans les partages d'expériences pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vais passer au Burundi. Merci, M. Becker, pour la parole et pour se préparer au sommet de Japon sur les systèmes alimentaires ici au Burundi. Un dialogue social sur les systèmes alimentaires a eu lieu au niveau national ainsi qu'au niveau des provinces et une feuille de route a été élaborée. Et on peut inciter, ici, je peux citer comme cadre incitatif du secteur privé pour s'investir davantage dans la fortification des aliments et le réseau du secteur privé engagé aussi dans la nutrition, surtout que notre président veut que chaque bouche ait à manger, que chaque poche ait de l'argent. Donc, je pense qu'il y a une feuille de route qui a été élaborée contenant pas mal de décisions. Et vraiment, c'est ça que je pourrais dire sur la préparation du sommet de Japon. Merci beaucoup. Et si je peux passer à la Côte d'Ivoire. Et de façon nutritive pour tous et pendant toute l'année. Mais également, il faut pour cela mobiliser des ressources importantes pour le faire et nous voulons que le rôle du secteur privé soit un peu plus accru. Donc, nous devons trouver donc un mécanisme innovant pour impliquer davantage le secteur privé dans ces deux objectifs. Excellent. And Honorable Minister Mamora, your last words of wisdom, and particularly concerning Nutrition for Growth Summit fortification. And you're on mute, sir. Well, my last words is to thank you. To thank you for organizing this, and of course to encourage our colleagues to share experiences, and then hopefully that there's always something to learn from one another, and continue to implement the policies put in place. And it's not enough to just have those policies, but to implement them appropriately. Thank you very much. Okay, so on behalf of all the participants, I'd really like to thank the panelists. As was very clear from the opening session, really the political leadership is make or break in ensuring that large-scale food fortification succeeds. And we have opportunities, huge opportunities across the continent that are very rich to really make sure that we are optimizing the impacts of large-scale food fortification to contribute to the elimination of
deficiencies in essential vitamins and minerals and as essential food system action. With that, Dr. Supplice, I believe I will turn it back over to you for the rest of today's sessions. Merci beaucoup, Monsieur Becker. Merci pour cette session très enrichissante sur le partage des expériences. Merci, Monsieur le ministre, pour ce partage d'expériences qui démontre une fois de plus et à souhait l'engagement et le leadership des pays à travers leur gouvernement sur la question de l'enrichissement des aliments en Afrique. Donc, merci beaucoup pour ces échanges. Merci, M. Becker, pour non seulement la gestion de la session, mais aussi pour la gestion du temps, parce que vous nous avez permis de rattraper le temps que nous avons perdu en début de session.